Bonjour à tous, je suis le docteur Anasta, comme ça a été dit précédemment, je suis maître de stage des universités à Paris-Est Créteil et je préside le syndicat national des enseignants de médecine générale. Cette présentation n'est pas anodine puisqu'il s'agit également là de mes liens d'intérêt avec le travail que je vais vous présenter. Je dispose d'un temps très contraint pour vous faire cette présentation. Je vous propose donc de rentrer directement dans le vif du sujet. L'objet de ma présentation, c'est de vous faire une rétrospective sur les caractéristiques des présentations, des publications de la filière universitaire de médecine générale entre 2011 et 2016. Alors la méthode, je prends un petit peu de temps pour la détailler néanmoins, puisque c'est tout de même assez important et c'est ce qui va guider un petit peu l'appréciation du travail. Pour procéder à la collecte des données, nous avons procédé à un double recueil, à la fois par un auto-questionnaire adressé au DMG, qui remplissait donc leurs propres publications, et ces données ont été croisées par une requête PubMed sur laquelle je reviendrai un petit peu après. Toutes les publications incluses concernaient effectivement les publications parues dans les années civiles de 2011 à 2016. Et nous avons inclus toutes les présentations, dont au moins un auteur dans les 6 premiers ou le dernier était affilié au département de médecine générale. Nous n'avons pas inclus les lettres, les éditoriaux ou les chapitres de bouquins. Pour chaque publication, nous avons renseigné donc la place des auteurs de médecine générale affiliés à un département de médecine générale. Nous avons renseigné le type d'article, s'il était didactique ou original. Nous avons renseigné si les publications étaient parues dans des revues indexées ou non, et nous avons renseigné l'impact factor de la revue dans laquelle la publication était parue, et nous avons classé l'ensemble des articles par thématique en reprenant la classification de la CISP2. Alors, concernant le recueil des données, voici un petit schéma qui vous remontre un petit peu comment nous y sommes pris. D'un côté, il y avait, comme vous pouvez le constater, une enquête déclarative auprès des départements de médecine générale, donc chaque année de 2012 à 2017, puisque nous demandions les publications de l'année précédente, et nous avons fait une requête sur Medline, qui était double. Nous avons d'une part demandé quelles étaient les publications de médecine générale parues par des auteurs français, et nous les avons passées au crible pour identifier les auteurs qui étaient affiliés à des départements, et nous avons fait une autre requête. Nous avons demandé à PubMed de nous sortir toutes les publications dont au moins un auteur était affilié à la médecine générale. Alors nous y sommes pris ainsi parce que nous avons constaté que les auteurs n'étaient pas systématiquement affiliés à la médecine générale, donc ils ne s'affiliaient pas forcément à leur département, et que d'un autre côté, tous les auteurs ne publiaient pas forcément dans des thématiques, en tout cas était-ce le cas au début, qui étaient liées à la médecine générale. Donc pour être le plus large possible, nous y sommes pris ainsi. Pour les fans des requêtes PubMed, je mettrai rapidement l'équation de recherche, donc ça c'est la première, où nous demandions donc toutes les publications de médecine générale, et la deuxième, où nous demandions tous les auteurs qui étaient affiliés à un département de médecine générale, avec, je le précise, c'est important, nous avons demandé tous les auteurs où dans leur affiliation apparaissaient département de médecine générale, Department of Family Medicine, Department of Family Practice, Department of General Medicine et Department of General Practice. Alors, les résultats à présent. Donc, je vous montre très rapidement le nombre des publications totales. Donc, vous constatez que nous avons recensé au final 1116 publications entre 2011 et 2016, sachant que, comme vous pouvez le constater, il y a une augmentation assez continue des publications. Vous avez en bleu sur cet histogramme les publications qui sont indexées, indexées, et en rouge celles qui ne sont pas indexées. Donc il y a une augmentation qui est continue, mais on va rentrer dans les détails justement.
Concernant les publications indexées, il y en a eu 630 au total. Je rentre un peu plus dans les détails pour ces publications-là, puisque ce sont ces publications qui comptent quand on va devant les tutelles et qu'on essaye de défendre un petit peu la progression de la filière. Donc comme vous pouvez le constater, il y a une vraie progression qui est assez enthousiasmante, je trouve, des publications, avec d'année en année, à part peut-être en 2014, une très forte progression des publications, avec une médiane des impact factors qui est plutôt sur un couloir ascendant, et avec des médianes qui ont commencé à 1,15 au tout début en 2011 et qui arrivent là à 1,75. Et compte tenu de ce que j'ai pu voir dans ce congrès, il y a fort à parier que les choses continuent à progresser. Ça, c'est plutôt positif. Concernant la place des auteurs, ça c'est aussi extrêmement important pour juger l'activité de la filière. Donc, concernant, toujours sur les publications indexées, vous avez ici qui s'affiche donc la proportion de papiers dont le premier auteur était affilié à la médecine générale. Donc vous voyez qu'initialement il y a eu une très forte progression, mais que depuis 2014, ça stagne, voire ça régresse. Donc, ce qui tend quand même à tempérer un peu le propos sur l'augmentation des publications, avec certes plus de publications, mais finalement un petit peu moins où les médecins généralistes sont en premier auteur. Et ça se retrouve pour les publications où les médecins généralistes sont dernier auteur, puisque ça suit exactement la même courbe. On a une augmentation assez importante jusque 2014, et on va dire que ça reflue en proportion de 2014 à 2016. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, et peut-être l'augmentation qui a été décrite précédemment est une augmentation qui est basée sur des papiers où les médecins généralistes sont deuxième, troisième, quatrième auteurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à l'initiative des publications et qu'ils n'ont pas tenu un très grand rôle. Par conséquent, on peut effectivement se dire que les publications concernent un petit peu moins la médecine générale. Concernant les thématiques justement des publications, donc voici le classement donc de 2011 à 2016. J'ai pas pu faire année par année parce que ça aurait été illisible sur le graphique. La répartition des publications. Donc je vais vous commenter le graphique, n'ayez peur parce qu'effectivement il y a tellement de données que c'est un peu difficile à lire. La majorité des publications concernent des publications qui rentrent dans la thématique dite générale, ce qui n'est pas choquant pour la médecine générale. Appareil par appareil, on a surtout des publications qui concernent la santé mentale, l'appareil circulatoire, l'appareil endocrine et l'appareil respiratoire, qui représentent tous au moins plus de 10% chacune des publications. C'est assez intéressant puisque j'y reviendrai plus tard. Ça recoupe à peu près le champ des problématiques qui se présentent aux médecins généralistes en consultation, et donc c'est un indicateur qui, bien qu'imparfait, laisse quand même à penser que les publications sont assez cohérentes avec les problématiques qui se présentent à nous au jour le jour. C'est très important puisque une des principales critiques qui est faite à la recherche, c'est bien entendu que la recherche est découplée de la problématique réelle. Alors, donc les principaux résultats, j'y reviens très brièvement. Donc on a une augmentation continue des publications, que ce soit le nombre total ou le nombre de publications indexées. On a une augmentation qui était à la base initiale des premiers et des derniers auteurs, mais on a un reflux depuis 2014 et une médiane des impact factors qui tend quand même à s'améliorer, ce qui, dans l'ensemble, sont des résultats qui sont très positifs pour la filière. On retrouve dans le quintet de tête, comme je l'ai dit, les thématiques qui sont très prévalentes en médecine générale, et je reprends pour ça l'étude écogène qui avait décrit justement les motifs de consultation. Juste pour information, en 91-2000, on avait moins de 5% des thèses de médecine générale qui concernaient justement la médecine générale, donc ça montre quand même la très forte progression et la très forte structuration de la filière en un temps qui est tout de même très faible. Très brièvement, je vous présente donc ce qui se passe à l'international. Donc, il y a une étude qui est intéressante, mais néanmoins à quelques limites méthodologiques, qui a recensé les publications de médecine générale par pays. Donc, les États-Unis trustent la première place, et on a effectivement les pays qui sont sans surprise, le Canada, la Suède en particulier,
très tournés dans leur parcours de soins sur la médecine générale. Il faut savoir néanmoins que cette étude a basé sa requête sur les publications qui comprennent dans leur nom Family Medicine. Donc forcément, c'est pas surprenant de voir l'Angleterre très mal classée, puisque l'Angleterre n'appelle pas ses publications Family Medicine, les appelle General Practice. C'est le sens d'ailleurs de la méthode que je vous ai décrite plus haut. Donc les forces et les limites de ce travail, c'est justement le double recueil. Nous avons croisé à la fois les données déclarées par les départements de médecine générale et à la fois une requête très large sur le moteur de recherche Medline. C'est très important, je pense, d'avoir procédé ainsi, puisque doit-on appeler General Practice ou Family Medicine? Selon les pays, selon les pratiques, ça change beaucoup. S'y prendre comme ça nous a permis vraiment d'avoir vraiment une vision très globale sur l'ensemble des publications. Les limites, c'est bien évidemment la transposabilité de la CISP2 dans le cadre des publications. Les publications totales sont probablement sous-estimées malgré tout, puisque il y a quand même des publications qui passent à l'as. Elles sont très peu nombreuses, mais elles existent. La requête a été large, je l'ai dit, mais pas assez, puisque en cours de travail, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'autres appellations comme primary care qui commençaient à apparaître et à côté desquelles on passait bien évidemment à côté. Voilà. Je vous ai mis quelques éléments de bibliographie. J'espère avoir tenu mon temps et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anas. Jean-Pascal Fournier de Nantes. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un changement un petit peu dans les revues dans lesquelles les gens soumettent? J'ai un peu le sentiment qu'il y a eu une petite glissade vers des revues en open access, notamment BMJ Open ou PMC Family Practice, ce type de revue. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans vos résultats? Oui, tout à fait. Alors c'est difficile de tirer des conclusions sur seulement une période de 2011 à 2016, mais il y a effectivement une modification des habitudes de publication. On était pas mal sur des revues hyper spécialisées et pas open access au tout début. Et ce glissement que tu décris, je le constate effectivement dans le travail. Donc la réponse est oui. Jean-Yves Leresse de Brest. Merci pour ton travail. Je me demandais pourquoi tu utilisais une médiane qui élimine les extrêmes, alors que dans ce cas-là, une moyenne qui ne les élimine pas serait peut-être plus performante pour montrer comment on évolue. Pourquoi tu as fait le choix de choisir une médiane ? Alors, je n'ai pas vraiment fait le choix. Le choix, il a été fait juste pour cette présentation-là, puisque je devais sélectionner mes informations, mais je suis parfaitement d'accord avec ton analyse. Pour information, ce travail va faire l'objet d'une publication prochaine. Les moyennes ont également été calculées, et elles sont meilleures, bien évidemment, que les médianes, puisque les extrêmes sont très importants. Effectivement, ce travail sur les médianes exclut les publications qui sont vraiment phares et qui vont vous être présentées. Je fais référence à toutes les publications dans le JAMA, dans... tout le Big Five. Donc oui, tout à fait. Bonjour, Denis Pouchin. J'ai juste une question simple. Est-ce que vous avez identifié et compté une seule fois les doublons? Bien sûr, évidemment. Oui, tout à fait. Tous les doublons ont été retirés, et donc c'était un travail de fourmi, mais ça a été fait, tout à fait, absolument. Jordan Mireban de Toulouse. Est-ce qu'on publie dans des revues à meilleur impact factor spontanément, ou est-ce qu'on publie toujours dans les mêmes revues dont un impact factor s'améliore sur les 5 ans? Oui, c'est une excellente question. Tu fais bien de le préciser, puisque les impact factors sont pas stables. Néanmoins, la réponse est non. Certes, les facteurs d'impact s'améliorent, puisqu'il y a une tendance générale à l'augmentation des facteurs d'impact, compte tenu d'une tendance générale à l'augmentation des publications. Néanmoins, je constate qu'on publie dans des revues que je qualifierais pas de meilleures, parce que c'est critiquable d'utiliser ce terme, mais qui sont mieux cotées, entre guillemets. Dr Radby, Créteil, merci Anas pour ta présentation. Simplement, je voulais savoir pourquoi il y a eu une diminution depuis 2014. Est-ce que c'est à cause de financements publics qui n'ont pas été faits, ou est-ce qu'il y avait d'autres explications? Alors, l'opinion que je vais te donner est la mienne. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Je pense que ça devrait même faire l'objet d'un travail particulier tellement c'est complexe.
La diminution des financements publics, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a eu une entre 2011 et 2016. On peut dire qu'ils sont faibles de base et que ce n'est pas leur diminution qui a impacté sur tout cela. Non, je pense qu'effectivement, on arrive à un stade assez critique où effectivement, dans l'histoire de la structuration de la filière, eh bien, il y a pas mal d'articles que je n'ai pas pu vous mettre, mais qui parlent effectivement d'intégrer un noyau de chercheurs de médecine générale ou autres qui publient fortement. Eh bien, atteindre ce noyau, c'est un peu compliqué et ça ne m'étonne pas vraiment que ça plafonne, que ça, on va dire, on est en train d'atteindre le plafond de verre qu'il va falloir bientôt percer, mais je ne pense pas qu'on puisse dire très honnêtement que ce soit dû à une diminution des financements publics, puisque ces derniers ont toujours été faibles, quoi qu'il arrive. Juste dire un mot, pour pas qu'il y ait de confusion, il n'y a pas de diminution des publications depuis 2014. Il y a une diminution juste sur les premiers et derniers auteurs, mais en pourcentage par rapport à une augmentation globale du nombre de publications. Donc on reste sur une dynamique de croissance, mais effectivement sur les premiers et derniers auteurs.